Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Mary. Mary, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, donc je m'appelle Mary Strulu, j'ai plusieurs casquettes, je suis coach, facilitatrice et formatrice et aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi Laurent autour de l'intelligence collective et comment je le mets au service de la formation. Très bien, écoute, un beau sujet en perspective, eh bien c'est à toi. Ok, donc aujourd'hui moi j'utilise plein de techniques qui sont issues de l'intelligence collective et de la facilitation pour le mettre au service d'un groupe. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des managers, des RH, mais aussi des collaborateurs ou même des dirigeants. Et selon la thématique, quand je vais construire mon ingénierie pédagogique et le jour qu'on va le mettre, je vais mettre plein d'ateliers dynamiques où on va aller faire émerger les connaissances et les savoirs, mais par les apprenants même, plutôt que ce soit à premier abord le formateur qui amène les connaissances. Comme ça, en fait, ça les valorise. Et ensuite, moi, en tant que formatrice, je complète et je vais plus loin. Mais je pars vraiment de là où ils sont et de nouvelles idées qu'ils ont. Très bien. Est-ce que tu pourrais me préciser ce que tu entends par intelligence collective ? Alors, l'intelligence collective, c'est de dire que 1 plus 1 égale 3. Donc, l'idée d'une personne et l'idée d'une autre personne va générer d'autres idées. Et donc, du coup, on va être plus intelligent à plusieurs. D'accord. Ça me paraît normal. On échange, il naît des nouvelles choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Exactement. Concrètement, comment ça se met en place ? Comment ça se réalise ? Comment tu le prépares ? Alors, moi, dans mon ingénierie, ce que j'aime bien faire pour tout démarrage d'une session, après avoir fait l'inclusion, notre petit icebreaker, c'est de faire un brainstorming sur la thématique. Donc, par exemple, si c'est l'innovation managériale, la qualité de vie au travail ou je ne sais quoi, le brainstorming, ça va être pour vous, qu'est-ce que la qualité de vie au travail? Ou qu'est-ce que la gestion du stress? Ou qu'est-ce que le stress? Et donc, on va partir de là pour qu'ensuite, ils ont une petite réflexion individuelle de 2-3 minutes où ils s'écrivent leurs idées. Et ensuite, je vais les mettre en petits groupes de 3 ou 4. Et ils vont, du coup, partager leurs idées, les co-construire. Et du coup, si c'est un groupe qui est bien constitué, on va dire de 12 personnes, mais je vais faire, chaque groupe va restituer à l'autre groupe sa propre vision et sa propre représentation du sujet. Donc généralement, mon point de départ, il est là et j'aime bien ajouter une petite touche de créativité, c'est-à-dire que souvent, je leur demande de faire une petite définition pour eux du sujet. Donc, qu'est-ce que la qualité de vie au travail pour vous? Donc, c'est la définition du groupe et de coller des petites images ou de faire des petits dessins en fonction de ce que je sens du groupe. Et donc, on part de là et ensuite, tout au long de la journée, il y a différentes séquences. Une question qui me vient à l'idée, Oui. et si ça cadre pas du tout avec ton objectif, si leurs représentations sont totalement fausses, je sais pas si ça arrive, hein, mais comment on s'y prend là ? Alors, jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé parce que dans la façon dont je vais aller l'aborder, la thématique, je vais pas aller leur demander, par exemple, je fais des formations sur le management agile. Je vais pas leur demander, pour vous, qu'est-ce que, je cafouille, pardon. Moi, Pour je t'en vous, prie. que sont les méthodes agiles? Tu vois, pour moi, ça, c'est déjà aller trop loin pour eux parce que les méthodes agiles, c'est quelque chose de assez précis.
Mais par contre, si je leur dis pour vous, qu'est-ce que l'agilité? Ben, ils vont me donner leur représentation. Ils seront peut-être à côté du cadre de référence de ce que moi je vais leur apprendre sur les notions de l'agilité, mais ils vont aller toucher assez rapidement la notion d'état d'esprit de l'agilité. Et on parle dans notre métier de culture agile. Donc du coup, ben, ça va me permettre de dire, ben, là, en fait, vous touchez à ce qu'on appelle la culture et de l'autre côté, il y a les méthodes. Et tout au long de la journée, on va travailler les méthodes et la culture. Très bien. En tout cas, c'est une bonne mise en œuvre pour les scotcher déjà sur ton sujet. Merci, oui. Après, concrètement, quand tu as fait cette première phase de brainstorming, comment ça se passe? C'est quoi la suite alors? Alors, la suite, ça va dépendre de mon fil conducteur, mais de façon classique, moi, j'aime bien me connecter à là où ils en sont. C'est quoi leurs préoccupations, c'est quoi leur problématique. Donc, j'aime bien faire ce qu'on appelle, dans mon jargon, en tout cas, on appelle ça une cueillette. C'est de dire, mais par rapport à notre sujet du jour, j'ai déjà posé les attentes en amont, mais quelles sont les préoccupations que vous avez ou les petits cailloux à ce sujet? Donc, ils vont m'écrire chacun va avoir un post-it. Ils vont m'écrire leurs préoccupations sur le sujet et je vais aller les coller sur une feuille de paperboard où j'aurais fait des petits dessins pour dire la cueillette du jour ou la cueillette des 2 jours. Et du coup, je vais poser dessus les éléments et ça me servira de base ensuite pour le déroulement des activités où on va travailler au fur et à mesure sur leur situation. D'accord. Donc là, quand même, tu es proche de l'individualisation du parcours parce que tu leur demandes à chacun ce qu'ils ont. Or, tu Oui, dois transmettre de façon collective. oui. Comment tu t'y prends pour réguler ça, pour le réaligner? Qu'est-ce que tu entends par réguler, c'est-à-dire en termes de cadre vis-à-vis des participants? Non, je veux dire, chacun a amené une idée, a amené sa conception, sa représentation, et Oui. toi, c'est donc très individualisé, et toi, tu dois venir amener quand même, à travers des exemples individuels que tu pioches chez eux, ce qui va susciter leur intérêt, mais tu dois dérouler quand même quelque chose de collectif, avec une intention de formation collective. Comment tu t'y prends? Est-ce qu'il y a des écueils à ça? Est-ce que si tu traites pas tous les sujets de chacun, ils sont un peu perdus ou pas contents? Comment ça se passe? Alors, généralement, ce que je fais, je les invite. Alors ça, c'est vraiment la posture de facilitateur. Une fois qu'on a tous nos post-it, on va aller les recatégoriser ensemble. Donc, pour vous, c'est quoi un petit peu les thématiques qui ressortent? Donc, j'ai des petits groupes de post-it. Donc, finalement, je vais me retrouver avec 3, 4 groupes de post-it. Et ça va être des thématiques. Donc, ces thématiques, on va les traiter tout au long de la journée ou des 2 jours. Donc, c'est pas grave en soi s'ils sont 12, si j'ai pas traité les 12 post-it. Derrière, une fois qu'il y a les catégories, je les invite en facilitation, on dit le vote à la gommette. Donc de voter, pas pour leur post-it, mais pour le sujet en fait qui résonne le plus pour eux. Et du coup, comme ça, ben, le premier sujet, c'est celui qui a été le plus voté, sur lequel je vais pouvoir travailler. Tu pars vraiment de l'apprenant là, hein? Je parle vraiment d'eux. Ah, c'est super. Concrètement, t'es venu à ça comment? À cette façon de faire, à cette dimension de facilitation? Alors, comment je suis arrivée dans la facilitation? Donc, avant d'être indépendante, j'ai travaillé quelques années dans le secteur de l'informatique. Donc, dans notre jargon, on parle dans l'IT. Et dans l'IT, c'est là où est née la culture agile et les méthodes agiles surtout. Et du coup, dans l'agilité, on adore développer le collectif, les équipes, mettre un peu de créativité et la facilitation est très présente dans ces environnements. Le métier de facilitateur, on parle de coach agile, mais j'utilise la facilitation beaucoup. Et j'ai baigné un peu dans cette culture-là, sans faire comme je fais aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai baigné dans cet état d'esprit. Et quand je me suis mis à mon compte, pour moi, j'avais vraiment envie d'aller creuser toute cette diversité de techniques d'intelligence collective et pour la mettre au service du monde, j'ai envie de dire. Donc, je le fais en formation, je le fais en accompagnement collectif. Dès que je peux dans ma vie, je le saupoudre, on va dire.
Ouais, c'est extraordinaire. J'ai l'impression de discuter avec une très ancienne formatrice qui a de très très nombreuses expériences qui lui ont permis de modéliser ça. C'est super. Ben merci, ça fait plaisir. Bah oui, parce que bah, moi aussi je viens du dev, donc les méthodes agiles, tout ce qui est Scrum et tout ça, c'est des choses qui me passionnent et que je développe aussi dans ce que je propose en formation, partir des gens, axé sur les humains et puis dirigé vers l'objectif. C'est vraiment une façon de travailler qui au départ peut paraître complexe et j'aimerais bien que tu expliques en vérité aux formateurs que je vais dire plus classiques, tu sais, qui eux veulent partir de leur contenu, qui veulent présenter leur déroulé à eux, tu vois, en vérité en créant peu d'interaction pour pas être dérangé. J'aimerais que si tu veux, nous donner des tips pour justement franchir cette barrière et aller vers cette aisance, cette facilitation et puis cette interaction permanente avec les apprenants qui ne font que maintenir leur motivation en fait. Alors là, pour moi, pour répondre, et tu vas me dire si ça répond à ta question, je réfléchis en mode d'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que ben, pour amener ma séquence, en tout cas si je veux travailler sur une séquence type, je pourrais prendre quoi par exemple sur la qualité de vie au travail, il y a des séquences sur quels sont les risques. Qu'est-ce qu'on les, parce qu'il y a la notion de RPS derrière. Mmh. Quels sont les risques qui sont présents et quels sont les concepts qu'il y a derrière. Dans le design que je vais avoir de cette séquence pédagogique, je vais l'introduire, donc ça va être une phrase d'introduction ou un hameçon pédagogique pour attirer l'attention. Et donc, du coup, ça peut être avoir une petite slide où, en fait, avec des chiffres à l'intérieur qui disent, j'ai plus les numéros, mais 15% des collaborateurs se disent stressés sur tel sujet-là. 30%, 50% disent avoir perdu du sens au travail. Donc, déjà, je cherche un visuel officiel avec une source, j'y tiens, Oui, oui. sur laquelle, en fait, je vais aller les capter. Donc ça va être mon hameçon. Je vais pas m'y attarder plus que ça, ou je peux leur demander qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et une fois qu'on est parti de là, c'est de dire, OK, le prochain atelier qui suit, on va aller travailler sur vos risques à vous. Donc peut-être qu'ils les auront déjà mis, tu vois, sur le paperboard, ou peut-être je l'ai pas fait, ça dépend des séquences, enfin des formations. Donc c'est partir de vos problématiques. Donc, et là, je vais aller dérouler mon atelier. Donc, par exemple, ça peut être ce qu'on appelle un brainstorming inversé. Donc, au lieu de dire comment résoudre aujourd'hui les risques en entreprise, quelles sont les pires choses à faire en entreprise pour accélérer les risques? Ouais, bonne méthode. Voilà. Donc, on part final et ils vont dire, ils vont se lâcher. Et moi, quand je les mets toujours après réflexion individuelle, petit groupe et un débrief en grand groupe. Pour moi, il y a ces 3 temps qui sont là. Si j'ai pas le temps de faire individuel, petit groupe, grand groupe, je vais directement au petit groupe. Ils partagent dessus, mais on fait quand même la restitution pour que le groupe s'enrichisse de toutes les connaissances, de toutes les représentations. C'est vraiment des représentations. Et ce qui peut être rigolo à faire, donc moi je passe, on dit vraiment dans une posture de facilitateur, c'est-à-dire de recul, je suis garant du cadre, est-ce qu'ils ont bien compris les consignes, je suis là pour les rassurer et peut-être un peu pour les booster selon les groupes, parce qu'il y a des groupes qui sont plus ou moins, on va dire, actifs ou en tout cas motivés à venir sur la thématique. Et donc, pour les motiver, je leur dis, mais si vous aviez vraiment des choses horribles à dire sur le sujet, si vous aviez envie de cracher dessus, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? J'essaie de mettre une petite pointe d'humour qui se lâche. Et donc, une fois qu'ils ont craché dessus, donc cette technique, c'est de dire ensuite, vous allez échanger vos idées. Donc, le groupe A et le groupe B, par exemple, vont échanger leurs idées. Et le groupe A va devoir essayer de trouver des idées de solutions pour le groupe B, enfin A et B. Et inversement, le groupe B prend les idées du groupe A et essaie de trouver les solutions. Donc ça fait une sorte de petit battle, de compétition, et ça donne un petit peu une énergie en disant « Ouh là là, quelle merde, tu te récupères !»
Et ce qui est intéressant ensuite, c'est dans le débrief, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'ils savent faire et qu'ils font déjà. Et c'est comment on va un peu plus loin. Ouais, très bien. Et donc, c'est là que vient l'apport. D'accord. Quand on parle, je rentre un peu dans les détails, Mary, parce que ce que tu nous partages, c'est extraordinaire. C'est de la vraie formation de terrain. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de comment se passe l'animation. Comment toi, tu animes un peu les groupes en tant que groupe. Est-ce qu'il y a un leader? Comment tu fais pour accompagner le groupe dans son travail de groupe? Alors, ça va dépendre du nombre qui sont. Idéalement? Idéalement, pour moi, c'est 12. Entre 6 et 12. Et quand c'est comme ça, je vais, euh, je vais leur donner des consignes de départ, l'objectif, voilà ce qui est attendu. Mais je leur dis pas forcément, il faut qu'à la fin, vous désignez quelqu'un qui va restituer. Par contre, quand on est sûr, parce que ça m'arrive d'intervenir sur des écoles, sur des profils école de commerce, ingénieur, bac+5, là, c'est des groupes de 20 à 20, je peux pas faire ça. Donc, je suis beaucoup plus cadrante. C'est-à-dire que chaque groupe, il y en a un qui lève la main, il y en a, et je démords pas. Tant qu'il n'y en a pas un qui a levé la main, je vais pas plus loin. Ok. Donc cette personne, ce sera, alors je peux dire, c'est l'hôte de table, l'hôte du groupe, c'est le scribe, c'est celui qui va devoir écrire et qui participera à la restitution. Bon, ça, je leur dis pas de suite, mais à la fin, souvent, c'est cette même personne. Donc si c'est un grand groupe, ben, je le désigne d'office. Si c'est un groupe à, pour moi, taille humaine, où on est plus entre 6 et 12 personnes, ça va se faire naturellement et pour moi, ça va foisonner en fait de richesse. Très bien. Il t'arrive des fois de rebouger les gens à l'intérieur des groupes quand tu vois qu'il Oui. n'y a pas de dynamique? Alors, pas de dynamique, mauvaise dynamique ou trop de dynamique. Mm. Donc ça, c'est un véritable art parce que tu peux avoir fait 10 fois la même formation pour le même public. Les personnes sont différentes, ce sera jamais pareil et tu l'animeras pas de la même façon. Donc, des fois, ça m'arrive d'avoir des personnes qui sont très négatives. Même dans la vie en général, c'est pas forcément que par rapport au sujet. Et donc, si elle me plombe le groupe, moi, ça va me plomber toute la formation. Parce qu'après, il y a cet effet de ça m'aspire le groupe. Oui, oui, la pomme pourrie. Ouais, exactement. Donc, ce que je fais, c'est que quand je m'en aperçois, sur les séquences d'après, cette personne, je vais pas dire toi en particulier, mais je vais m'arranger pour plus vite faire croiser les groupes entre eux. Parce que j'aime bien faire croiser les groupes, mais qu'au bout de une grosse demi-journée, enfin sur l'après-midi, le matin, j'aime bien qu'ils aient le même groupe. Si je vois qu'il y a un élément un peu compliqué, je vais le faire beaucoup plus tourner parce que du coup, ok, il va me contaminer d'autres groupes, mais ce sera pas toujours les mêmes. Et donc, du coup, il va moins m'inspirer le négatif de mon collectif. Parce qu'il sera plus avec ses petits copains qu'il essaie indirectement d'entourlouper, quoi. Ouais, c'est ça. Il a plus la main mise forcément sur les mêmes personnes. Exactement. Quand on a cette richesse de propositions pédagogiques et qu'on est confronté à un donneur d'ordre, quels sont tes arguments pour mettre en avant ta solution pédagogique parce qu'elle est innovante, elle est dynamique. Des fois, ça peut affoler un petit peu nos demandeurs, nos centres de formation. Comment tu t'y prends? Quels sont tes arguments? Alors, mon argument, c'est que moi, je me positionne aujourd'hui sur mon marché autour de l'innovation managériale. Et donc, du coup, quand ils font appel à moi et qu'ils me demandent de présenter mon cœur de métier, pour moi, c'est vraiment l'innovation managériale en utilisant des techniques d'intelligence collective. Donc, le décor, il est planté. Ouais, direct. Et ouais, et par rapport à la qualité de vie au travail, pour moi, je l'aborde autour de l'angle de la dynamique des groupes et de l'intelligence collective. Parce que, pour plein de raisons que ce soit, mais pour moi, c'est ma porte d'entrée, c'est vraiment ça. Donc, du coup, je j'ai pas l'impression de devoir argumenter. D'accord. Alors, moi, j'ai souvent l'impression sur ces sujets que tout le monde en parle, mais en vérité, personne ne le voit.
intelligence collective, manager agile, tout ça, ça me paraît, dans la réalité observée, ça me paraît pas si plausible que ça. Il est comment ce marché là? Ça existe vraiment? Ils sont vraiment en demande de ça? Ils sont pas plutôt en réfraction à cette innovation? Parle-nous-en un petit peu. Alors ça dépend des clients. Je pense notamment à un client qui m'a choisi pour ce côté innovation et pour et c'est un gros paquebot, hein, le client, qui avait déjà commencé à impulser ça quelques années avant et qui, la première année de la prestation, eh ben, était content, mais et j'avais pas fait des trucs foufou, mais on était peut-être allé un peu trop, c'était peut-être un peu trop innovant. Et pour moi, là, ça vient me parler, alors que c'est quand même ce qu'ils cherchent. On cherche à faire de la transversalité. Est-ce que l'enjeu, c'est ça? Souvent, nos managers, ils n'arrivent pas à travailler entre différents services. Enfin, c'est pas les managers, mais c'est l'organisation n'arrive pas à travailler entre services. Mm. Du coup, on n'est pas innovant, on passe à côté de certaines choses. On ne sait pas que tel service fait telle et telle chose. Donc, il y a ce besoin qui est là. Donc, OK, nous, on se met à l'intelligence collective. Mais quand on l'utilise et quand on le fait sur le terrain, ben, ils sont demandeurs, mais pour autant, parfois, ils sont pas aussi mûrs qu'ils pourraient le croire Oui, ou qu'ils le voudraient. oui, tu les emmènes vers une posture de changement. C'est toujours compliqué, hein, cette posture pour tout le monde, hein. Voilà. Et certaines ben, veulent pas bouger. Donc, c'est accepter aussi que ben, y en a qui veulent et d'autres moins, ou pas. Tu parles de gros paquebots. Je pense déjà quand tu parles de structures avec des services, des chefs de service, etc. Effectivement, on Mm. comprend que c'est des structures un peu plus importantes. Et pour des petites structures où justement cette intelligence collective est tout simplement limitée au nombre que compose le Ouais. collectif, comment on pourrait devenir agile et profiter de l'intelligence collective quand on est tout seul aux manettes de son petit centre de formation? Mm. Pour moi, ce que je leur dis, quelle que soit la thématique, c'est si je vais vous proposer toute une série d'approches et d'outils, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que je suis pas avec eux dans leur quotidien. Mais il suffit juste qu'ils s'approprient une chose ou deux pour que derrière, dans le temps, il y ait quelque chose qui éclose. Euh, Ça répond à ta question. Peut-être tu vas aller plus loin. Ouais, si t'as plus d'indices, parce que moi je trouve, alors j'ai la chance d'échanger moi aussi sur des grands groupes, sur des petites structures, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on accompagne. Moi j'accompagne notamment des femmes qui sont des cadres sup, qui veulent changer un peu de vie et qui veulent valoriser leurs compétences à travers la formation. C'est, je les trouve très seuls et très isolés quand je les rencontre. Et Alors oui, je t'en prie. moi je ressens ce qu'on appelle la solitude du dirigeant, du manager, en fait la solitude professionnelle. C'est Euh, cela. et Comment tu les boostes, toi? Comment tu les mets dans une situation où justement ils vont s'ouvrir, déjà ouvrir leur projet aux autres, parce que c'est important de s'ouvrir et d'échanger, mais sans qu'ils se fassent phagocyter et sans que non plus ils perdent un temps fou dans des groupes, dans des associations, en vérité où les trois quarts du temps ça blablate et ça tourne en rond. Hein, je suis allé récemment à un groupe là d'entrepreneurs. Je vais te dire déjà 45 minutes pour que 5 personnes se présentent et présentent leur projet. On s'est ouais. ennuyé, on s'est ennuyé. Hein. À un moment donné, je me suis dit, si c'est aussi fatigant et difficile à expliquer, qu'est-ce que ça doit être pénible à faire, son truc-là, hein. Alors il y a des groupes qui sont plus dynamiques que d'autres. Pour mon expérience, les clubs entrepreneuriales, c'est pas là où on va avoir de la technique du métier. On va être plus sur de l'échange et on n'ose pas trop parler de ce qui va pas ou de comment on pourrait s'améliorer. À côté de ça, moi, je suis très présente sur des associations ou des groupes que j'appelle métiers, de la formation, du coaching, serious game, agilité, ce que tu veux. Mm. Et à force de les suivre, pour moi, on expérimente des choses ensemble. Et quand tu es sur de l'expérimentation, tu es sur de l'amélioration continue de ta posture professionnelle sur le sujet précis.
Mais pour revenir le jour J en formation, pour moi, la clé derrière pour que les personnes, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi et de l'assurance sur la thématique sur laquelle ils viennent. Une des clés, tu me diras si toi tu partages ou pas, ça va être de créer l'alliance au sein du groupe. Sans alliance, la personne ne se sentira pas suffisamment à l'aise avec moi et avec le reste du groupe, mais pour parler de vraiment ce qui la préoccupe sur ses projets, sur ses problématiques de terrain. Moi, je travaille la posture d'écoute, de manière à Oui. ce que chacun ait le temps d'abord d'écouter ce que l'autre a à dire, de manière à se Mm. sentir à son tour écouté. C'est une démarche qui donne d'assez bons résultats. On demande aux gens d'être précis, concis. Et Oui. derrière, si des fois on n'avait pas la qualité d'écoute, on dirait c'était important tout à l'heure d'être écouté, c'est à votre tour. Et là, déjà, en instituant ça, on commence déjà à faire Pose bouger le les cadre. lignes. Ouais, c'est ça. Et je pensais à quelque chose. Il t'arrive de mener des formations, ce qu'on appelle nous les inters, c'est-à-dire où tu aurais 10 personnes de 12 personnes de 12 structures différentes qui viennent Oui. se former à tes côtés. Oui, 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 ça arrive. Et pour rebondir ce que tu dis sur le cadre, euh, si j'ai un bon groupe et qu'il est trop dissipé, je vais utiliser les outils que j'ai sur place, donc c'est jamais les mêmes. J'amène toujours des petits objets et quand je vais devoir les recadrer parce que ça piate un peu trop, parce que ça arrive, du coup je vais dire attention, je vais sortir la petite clochette. Ah, Attention, je vais sortir Sophie. C'est qui Sophie? j'en connaissais Donc bien ça, une avec un grand coup, mais voilà, c'est ça là que je sors. Surtout qu'elle est très centrée, donc c'est la Sophie de la communication non violente, de l'écoute et de l'écoute de ses émotions et de soi et de l'autre. Mais du coup, ça me permet aussi d'introduire ça. comment les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand ils ont fini une formation après toi? Tu fais un petit tour de table, qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les mots qui reviennent? Alors, ça dépend comment tu lances ton tour de table Oui. pour débriefer. Pour moi, il y a plein de façons d'aller le débriefer. Et je le débriefe vraiment selon la dynamique que m'a généré le groupe, même en moi-même. Et donc, des fois, ça va être, qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui? Quel a été votre kiff du jour? Donc, ça dépend vraiment s'il m'en fait même moi monter en énergie. Oui. Ou si vous deviez repartir avec une chose, ce serait quoi? Euh, donc, je peux le débriefer comme ça. Et soit je le note sur un paper, soit je suis posée, on se le fait en tour de rond, ou même des fois j'ai un petit dé et sur chaque face il y a une question différente. D'accord. Et tu peux nous dire ce qui revient habituellement t'as quelque chose qui revient systématiquement ou de façon assez récurrente, un retour qui te font de ce que tu leur proposes? Alors ouais, c'est surtout ce qu'on a apprécié, c'était les échanges, prendre du temps pour se rencontrer et je me sens moins seule. Et merci, le merci revient beaucoup. Alors, Ouais. merci à la formatrice, ça c'est un classique quand on est formateur, mais moi j'ai souvent des merci entre eux et ça je trouve ça très fort. Ouais. Oui, parce que là, tu vois que le groupe a existé, quoi. Oui, exactement. Et donc, l'intelligence collective a pu s'émuler. Oui, c'est ça. Et pour moi, la clôture, c'est bien sûr que je vais dire à demain ou à la semaine prochaine pour le jour numéro 2. Mais je vais pas m'attarder sur moi. Je veux que ce soit eux qui disent les mots de la fin, quoi. Ouais, c'est important. Dis-moi, Mary, ces animations-là, ces formations, c'est quoi les modalités que tu fais? Tu fais du présentiel, du distanciel, des éléments plutôt des mix blended learning? Qu'est-ce que tu proposes? Alors aujourd'hui, en septembre 2023, c'est plutôt du présentiel. Pendant le Covid, full distanciel. J'ai adoré ça. Comme je suis jeune maman, j'ai beaucoup apprécié que ça se perdure encore le distanciel parce que quand c'est bien fait, la bonne dynamique, c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, moi, je vois que le marché, il revient de plus en plus au présentiel. Et l'e-learning, pour être honnête, je suis pas allée sur ce terrain-là. D'accord. Concrètement, quelles seraient les différences majeures d'une session présentielle et d'une session e-learning?
qu'est-ce que tu es obligé de mettre en place comme différence? Alors pour moi, et c'est ma touche très personnelle, c'est que pour aller mettre, pour faire plein de petites séquences en sous-groupe, euh, j'utilise énormément Klaxoon. Donc je m'amuse dessus, je crée des petits environnements, des petits espaces, des petites bulles ou des petits carrés sur lesquels ils vont travailler. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ceux qui vont en présentiel ne toucheront jamais, ou presque, à Klaxoon, ils ne le verront pas. Alors qu'en distanciel, pour moi, c'est vraiment mon outil de base. Donc là, tu t'appuies sur un outil. Quelles seraient les qualités de cet outil, ses qualités intrinsèques pour l'utiliser, le mettre en œuvre dans cette génération d'ateliers d'intelligence collective portés par une facilitatrice? Ok. Pour moi, il y a deux avantages et je j'ai pas de part chez eux. Le premier, c'est que ils le disent, c'est un mur à l'infini. C'est-à-dire que ben, toute ma journée, je vais mettre toutes mes séquences dessus. Je peux les cacher pour pas que les gens les voient et aller me faire et aller voir ce qui va se passer plus tard. Et donc comme ça, j'ai tout au même endroit. Donc ça, c'est vraiment très pratique et surtout que ben, pour la séquence d'après, j'ai plus qu'à faire dupliquer et j'ai tout qui est prêt en termes de design. Et deuxièmement, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un outil qui est beau. En tout cas, quand tu commences à mettre un peu de couleur, à mettre des images, tu peux le rendre visuel. Et pour moi, le côté ludique d'une activité passe aussi par le visuel. Ouais, l'interface utilisateur qui doit être à la fois pratique et agréable. Exactement. On les voit, les gens qui viennent de De l'IT. l'IT. Eh ben oui, c'est quand même une des grandes règles d'utilisation. Klaxoon, c'est un outil gratuit, c'est un outil payant, comment ça marche? Alors, c'est un outil payant. Et ensuite, leur politique tarifaire varie, je vais pas mentir, au fil des années. Mais ils ont augmenté beaucoup, beaucoup leur prix par rapport au Covid. Mais moi, je reste quand même dessus. Même si je fais moins de distanciel, j'en fais un petit peu. Mais c'est pour moi, c'est vraiment mon outil. Si j'ai pas ça pour travailler à distance, je me sens triste tout net, quoi. Ça, je voudrais faire une petite aparté pour bien préciser aux formateurs que le meilleur outil reste en priorité celui qu'on aime utiliser. Exactement, parce qu'il y a des concurrents à Klaxoon, il y a notamment Mural et Miro. Moi, je me suis pas retrouvée et je suis plus à l'aise sur celui-ci. Mais c'est vraiment choisir l'outil dans lequel on est à l'aise, parce que si on est à l'aise, on va être à l'aise pour ben, guider nos participants. Et parce qu'il faut, alors c'est pas foufou, hein, Klaxoon, mais il faut zoomer, dézoomer, comment créer un post-it. Et si on le maîtrise pas, ben, l'utilisateur, enfin le participant, il sera jamais être à l'aise dessus, hein. Oui, oui, et puis du coup, l'interface l'empêche de donner le Mm. potentiel qu'il a lui, quoi. Donc c'est Ouais. l'effet masquant de l'outil là est pas bon, quoi. Mm. Quand tu interviens en présentiel, moi j'ai pour habitude de dire, et là c'est toi qui vas me dire si tu partages ma façon de voir les choses, pour moi une Oui. formation en présentiel doit être un événement. On doit faire quelque chose et surtout on doit tout faire sauf écouter et lire des PowerPoint, voilà. Est-ce que toi t'as cette dimension d'expérience, de Euh, moments mémorables et comment tu fais pour le rendre mémorable et comment tu fais pour que ça ait ça en vérité? alors pour moi, mes meilleures formations, c'est quand j'utilise pas mon PowerPoint. Vraiment, je l'ai, ça rassure tout le monde. Autant les participants que le client, que même moi, hein, parce que j'ai quand même de quoi à me raccrocher. Mais c'est comment on va aller vivre une expérience tous ensemble. Et je parle pas forcément de quelque chose de mémorable, mais j'aime vraiment cette approche-là que tu as. Pour moi, c'est voilà, on va passer un, 2 ou 3 jours ensemble et on va vivre quelque chose, on va vivre une expérience ensemble. Et c'est tout au long des séquences pédagogiques de varier un petit peu les différentes formes pédagogiques pour qu'il y ait un effet. Alors moi, j'ai envie qu'ils repartent avec un effet waouh. C'est en tout cas, moi, j'y vais avec cette intention-là. Moi, ce que je me dis, c'est que je travaille toujours le fait qu'ils aient quelque chose de super à raconter après la formation, tu vois. De dire, ils Hmm. reviennent de X jours de formation. Moi, j'appelle ça le partage avec le beau-frère, tu sais, à la grillade du samedi. Oh, t'as fait quoi cette Hmm. semaine? Écoute, j'ai fait un truc super.
Et le gars est capable, ou la fille est capable de te raconter ce qu'il a fait, simplement. Et est-ce que toi, tu le dis en déclusion? Si vous deviez raconter Ouais, cette formation, vous diriez quoi? ouais, je pars du principe que les choses vont sans dire, mais qu'elles vont mieux en les disant. Donc Mhm. je leur fais travailler ça quand même, et je leur dis vendez-la moi cette formation, faites-moi la petite annonce de ma formation, tu sais. C'est intéressant, hein. Parce que du coup, vous êtes régalés, super. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour écrire la petite annonce de recrutement de mes futurs apprenants? Qu'est-ce que vous leur Hmm. diriez? Et là, on se rend compte d'une chose qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu d'avoir, tu sais, la présentation de la formation, très centre de formation, très normalisée, module 1, module 2, module 3, ils rentrent en vérité dans une vision complètement centrée apprenant. Ils ont les bons mots. Ils ont des mots simples. Et c'est Hmm. très, très porteur. Franchement, c'est très porteur. C'est porteur dans deux dimensions. C'est qu'après, ils savent le pitcher. Parce que la Et petite annonce, c'est leur pitch. Et du coup, moi, je me rends compte que c'est, entre guillemets, mes apprenants clients qui me trouvent de nouveaux apprenants clients. ok. Et ça, Mais ça me donne des idées, tu vois. Donc ouais, ouais. merci. Là, on est dans mon côté inbound marketing, tu vois. Oui, oui, oui. Non, On, mais c'est une excellente idée parce que moi, il y a des managers, ça fait 2 ans maintenant qu'on me demande de plus en plus de les former sur la prise de parole en public et comment tu pitches, etc., etc. Et j'avais pas forcément pensé dire, mais voilà, si vous deviez pitcher cette formation pour la raconter à vos collègues, ce serait quoi? bah oui. Alors, moi, quand je veux les pousser un peu plus, là, je leur demande d'écrire ce qu'on appelle l'user story. Lui, ouais, super. Et tu leur fais écrire l'user story. Déjà, au départ, ils se trompent. Ils parlent pas de l'histoire de l'utilisateur, mais de leur histoire à eux. Et du coup, dès que tu leur fais écrire l'user story, et ça, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, moi, quand j'ai un donneur d'ordre, tu vois, un centre de formation, un cordeau, un responsable de formation qui me dit, Laurent, je veux que tu fasses une formation comme ça, pour ça, avec ça, tu sais. Bon, j'écoute, hein, je note, il n'y a pas de souci. Souvent, j'ai un cahier des charges. Mais je lui dis, bah écoute, si tu veux, on va se prêter un petit jeu. Je vais te faire écrire l'user story, c'est-à-dire du côté de l'apprenant, qu'est-ce que c'est qui va se passer. Et là, en vérité, je les décadre et je les décentre tout de suite. Et dans la partie suivante où je viens faire ma proposition pédagogique, ils sont. J'ai dit oui, mais souvenez-vous bien de ce que vous m'avez dit qu'attendait l'utilisateur final de cette formation. Et ça leur permet de les Hmm. décentrer. C'est une petite méthode que j'ai utilisée, que je pratique et qui donne de bons résultats. Je suis content de la partager ici. Mais elle est excellente. Merci pour le partage. Ah bah, je t'en prie. Demain, j'ai entendu le podcast. Oh, je me dis purée, prends des risques, hein, part des apprenants. Moi, je sais vraiment pas faire. Moi, j'arrive avec mon cours, mon PowerPoint ou pas. Je veux pas caricaturer PowerPoint parce que quand c'est bien fait, ça peut être très utile. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette formatrice qui voudrait soit elle est débutante, elle aimerait arriver tout de suite dans ces sphères-là. Elle a compris en tout cas que l'énergie autour de ta formation, elle est énorme et cette énergie, elle est co-construite. Et qu'est-ce que tu Oui. lui donnerais comme conseil ou qui irait pour elle ou bien pour quelqu'un, imagine comme moi, bon, moi je fais la formation depuis 25 ans, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas comment m'y prendre, quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça serait un petit peu la checklist, mode d'emploi, le pas à pas vite fait que tu pourrais nous donner? Ok. Pour moi, en termes de basique, et tu me dis si tu te retrouves ou pas, hein, c'est déjà la structuration, l'architecture de la formation. Comment va l'ingénieriser, les objectifs pédagogiques. Déjà, est-ce que c'est moi qui dois les fixer ou est-ce que c'est mon commanditaire qui les a fixés? Et s'assurer qu'en fait, dans notre fil conducteur, on réponde bien à ces objectifs pédagogiques. Typiquement, je repense à un client que j'accompagne et qui me dit son objectif pédagogique pour ses managers, c'est s'initier à la réflexivité. Non, je suis pas d'accord. Tout le monde, la réflexivité, c'est savoir réfléchir. Tout le monde sait réfléchir. On va pas, en termes de compétences derrière, aller développer, s'initier à la réflexion. Non, on sait Mm. tous le faire. Mais c'est finalement, j'ai envie qu'ils réfléchissent sur quoi? Développer notre regard sur ma posture managériale, développer de nouvelles pratiques managériales. Et à la limite, c'est moi souvent ce que je fais, je reviens à,
à mes petites fiches. J'ai des petites fiches sur les objectifs, les mots-clés de verbes, d'action pour aller construire la taxonomie de Bloom, chercher le mot, pardon, Oui. pour voir si je suis bien dans les clous ou pas. Pour moi, ça va me structurer pour le reste de mon déroulé pédagogique. D'accord. Alors tu vois, moi j'entends, hein, parce que ma spécialité, moi, c'est l'ingénierie. J'entends la première proposition de ton commanditaire que je ne sais pas évaluer. Donc du coup, pour moi, ça me pose un problème. J'entends Mhm. derrière l'obligation de formuler des objectifs pédagogiques évaluables. Donc là, du coup, on devient plus précis. Et là, peu Oui. importe qu'on utilise la taxonomie de Bloom ou n'importe quelle autre taxonomie correspondant au métier dans lequel on enseigne, hein, Mm. parce que quand je forme des gens qui font du montage vidéo, il n'y a pas le verbe dérucher dans la taxonomie de Bloom. Pourtant, c'est une action qui est évaluable. Donc, du Mm. coup, ce que je fais là, encore un petit tips, je lui dis, OK, j'ai entendu ce que vous vouliez faire, améliorer la réflexivité, OK, j'entends. Concrètement, comment vous saurez que la formation, elle a réussi? Oui, c'est une très bonne question et moi j'adore poser cette question. Et Euh, celle-là, si tout va bien, elle te les donne, tes objectifs pédagogiques, elle te donne même ta progression pédagogique. J'aimerais bien que, et puis que. Voilà. Et hmm. c'est très, très grosse méthode, très, très grosse méthode d'audit. Et je crois qu'il faut aussi parler d'audit, hein. Moi, je pratique ce qu'on appelle l'audit systémique, c'est-à-dire un système d'audit, d'écoute et de questionnement ce qui donne une vision 360 du projet, hein, de ses Oui. tenants, de ses aboutissants, où on va creuser l'audit, on va vraiment travailler sur cet audit. Parce que je me suis rendu compte que plus j'en bavais à l'audit, plus c'était facile à construire après. En vérité, moi, il y avait de questions auxquelles j'avais pas les réponses. Effectivement, parce que si l'audit est léger, parce que le client, ça arrive, des fois il sait même pas où il va. C'est ça. Ça dépend de la maturité du client sur le sujet sur lequel il veut travailler. Mais du coup, ça permet de mettre un cadre. Et même si les questions peuvent lui sembler bizarres à premier abord ou ils se sont pas posées, ça va continuer à cheminer pour la suite. C'est ça. En vérité, on a besoin de le préparer lui aussi. Et j'ai exactement la même démarche dans une deuxième partie de la conception de la formation. Au début, le commanditaire, bien connaître ses objectifs, bien le faire conscientiser que c'est pas forcément ce qu'il veut faire qui donne le résultat qu'il attend. Donc ça, c'est important. Et il faut savoir lui dire, ça c'est un petit peu, moi c'est mon petit côté diplomate, tu sais, où je dois savoir lui dire non sans l'offenser, de manière à ce qu'il vienne vers moi. Et puis je retrouve la même posture avec l'expert métier. C'est exactement la même chose. L'expert métier, lui, autant le commanditaire, il t'en dirait pas trop, autant lui, il aurait tendance à t'en dire beaucoup. Et Ou du à en coup, dire trop et être noyé dans l'information. et tout ça avec une bienveillance naturelle de sa part qui consiste à dire je veux partager tout ce que je sais. Oui. Et du coup, on le frustre quand tu lui dis ouais donc ça. Après j'ai des méthodes, je dis bah, moi je reprends le truc, je dis ça si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'en parle pas. Est-ce que le gars il meurt là sur le tout de suite là ou est-ce qu'il survit encore un peu, etc., etc. Et puis après je les amène avec les entretiens d'explicitation à me décrire le travail. Et ça c'est magique ça, puisqu'ils me Mm. décrivent le travail étape par étape. Donc là, je suis totalement capable d'écrire un dispositif quand j'ai ce niveau d'information là. Tu vois. Et effectivement, c'est plus on comprend le point préoccupant de notre commanditaire, de notre client, et plus derrière, on va pouvoir construire en fait le besoin, la demande avec lui, on le co-construit ensemble pour derrière lui proposer déjà un programme qui correspond ou à réajuster après, mais généralement, quand on a mis le point sur sa préoccupation du quotidien, mais ça va beaucoup plus glisser. Ah oui. Et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, nous, on visera les objectifs que lui veut atteindre. Parce que Oui, la grande difficulté, c'est de shooter à côté. oui. Et ce que Euh, tu es en train de dire, pour moi, ça me fait penser, c'est d'une part, il y a les objectifs opérationnels hum, et les objectifs pédagogiques. Et c'est hum, comment je relie les deux à chaque fois. c'est ça, c'est ça. Et après, il y a l'objectif global de la formation. Est-ce que j'atteins ce niveau
de compétences des gens. Est-ce que c'est des compétences d'abord qu'il faut qu'ils obtiennent, ou est-ce que c'est simplement de la connaissance? Il y a différents niveaux. C'est à nous après de les évaluer et de le transmettre, puisque l'idée c'est qu'ils puissent le réutiliser. Il y a un mot sur lequel je voudrais que tu viennes un petit peu, parce que j'ai fait un petit aparté tout à l'heure en disant que vu de là où on vient tous les deux, la dimension agile est quelque chose qui est une grande évidence. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de la définition de cette agilité que tu vas leur donner? Concrètement, c'est comment, c'est quoi, que les gens puissent se rendre compte un petit peu là, parce que bien souvent, ça c'est pareil, on en parle tout le temps. Moi, j'ai tous les jours des gens qui me disent on travaille en mode agile. Quand tu regardes comment ils travaillent, c'est tout sauf le mode agile. Mais bon, bref. On est d'accord. Alors, moi, comment je l'explicite aux gens, c'est donc l'agilité, on peut croire à premier abord que c'est marcher sur un fil. Or, c'est pas cette image-là. À l'origine, l'agilité, c'est des méthodes agiles. Il y en a une qui est connue, qui est le Scrum, mais il y en a d'autres. Je dis Scrum parce que les gens en entendent parler, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, c'est quelque chose qui remonte assez facilement. Là, je fais juste une petite parenthèse. On en entend parler tous les jours. Je te rappelle que c'est la Coupe du Monde de rugby en France et que Scrum, ça veut dire mêlée. Et que les arbitres, à tous les trucs, on entend leurs commentaires. Yes, Scrum, Scrum. Mais du coup, nos rugbymen sont agiles. Des gars de 140 kilos qui sont agiles, moi, ça me fait plaisir. Mais derrière, c'est... Merci, j'avais oublié que c'était... Derrière, c'est une vraie culture. Parce que à vouloir être trop enfermant dans une méthode, mais du coup, elle est plus appropriée à son contexte. Parce que le contexte, les personnes, tout ça, ça bouge. C'est ça. Et les enjeux. Et ce qui était vrai à un moment donné ne va peut-être pas l'être 6 mois plus tard. Et donc, c'est plutôt de se dire, il y a une culture. Et dans cette culture, en fait, c'est revenir à la racine, en fait, de l'agilité. Il y a des valeurs et des principes. Et une des valeurs, une des principes, pardon, je m'emmène les pinceaux, c'est la satisfaction. La satisfaction de l'utilisateur ou la satisfaction, moi, quand je suis manager, de mes équipes et de pourquoi on travaille ce projet, pourquoi on travaille ce produit, pourquoi on travaille ce service ou ce dispositif. Et cette agilité, c'est de se dire, quoi qu'il se passe dans mon évolution de l'activité, j'accepte, ou en tout cas, je peux poser aussi des limites, mais qu'il y ait des nouveaux besoins qui émergent. Et c'est comment je m'adapte moi et l'équipe s'adapte à ces nouveaux besoins. Et si à un moment donné, c'est pas possible en termes de charge de travail, par exemple, c'est aussi reposer le cadre en disant, voilà, nous, on peut pas, pour telle et telle raison, on peut pas absorber telle quantité de travail. Oui, ça nous permet, lors des meetings, de redéfinir le volume des équipes, de redéfinir les attributions d'heures, les dimensions de budget, etc., etc. Tout ce qui fait que notre projet, en vérité, il est adapté, puisque au fur et à mesure même de sa conception, on est confronté à de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément perçues et qui sont les bons chemins à prendre. Exactement. C'est vraiment ça. Moi, je le travaille plus dans une dimension de ce que j'appelle la systémie, c'est-à-dire comment je vais réussir à avoir un dispositif avec une trame globale qui va être capable de se jouer en présentiel, en distanciel, avec un groupe qui réagit, avec un groupe qui réagit pas, et quels sont ces systèmes qui vont me permettre d'être totalement libre, de remettre en question même l'objectif de la journée s'il n'est pas atteignable, ou bien si je me rends compte qu'à mi-journée, on a déjà bien balayé le truc et qu'on peut aller plus loin. On a vraiment... il faut pas s'enfermer, il faut être libre dans sa réponse pédagogique, il faut être en accord au rythme où les gens apprennent. Voilà, c'est important ça. Il faut distribuer la bonne information au bon moment, quoi qu'il arrive. Exactement. Et des fois, on peut s'apercevoir que je vais aller dire telle information et peut-être que je l'ai dit et c'était trop tôt. Et c'est, moi je me dis des fois c'est accepter que il y a quelque chose de l'ordre de l'imperfection du formateur. On ne peut pas être tout le temps à 500% et on peut pas savoir que tel terme, ça va impacter telle personne parce qu'on connaît pas forcément son histoire et son parcours.
mais c'est d'être, pour moi, à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui se bouge en termes de mouvement aussi corporel dans le groupe pour se réajuster et tu parles de système et pour moi le groupe qu'on vit c'est vraiment un système. Bien Moi je sûr. vais influencer le système et le système, le groupe va m'influencer et tout ça ça se co-construit, c'est comme une histoire en fait, on écrit ensemble une histoire. C'est ça. Elle a besoin d'être synchronisée. Oui, exactement. Parce que si tu viens et que tu déroules et que t'as personne qui est accroché, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Tu vois, dans le centre où je travaillais avant, mon directeur de service me disait, quand il y avait une nouvelle formatrice ou un nouveau formateur, il me disait, Laurent, on va faire un tour, va prendre la température, parce que j'avais en charge de former les formateurs, entre autres. Et du coup, je me souviens, j'avais eu une confrontation un matin avec 2 formatrices. La première à qui je demande comment ça s'est passé, elle m'a fait, oh là là, c'était super, j'avais prévu 80 slides. Oh, 11h55, j'avais fini pile poil juste, j'étais super contente. Et derrière, j'ai une autre formatrice, elle se ressemble en plus un peu physiquement, tu sais, qui elle, je lui dis alors, c'était comment? Ah, elle m'a dit une galère, un enfer. Ah bon, comment c'est-il? Ah ben, elle savait que rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Il a fallu que je m'adapte tout le temps. Il a Et oui, fallu que je c'est le réponde à leurs questions et tout. Et concrètement, là à midi, quand vous êtes sortis, ils étaient toujours là. Elle me dit, bah oui, hein. Ah bah, je dis, bah, vous avez gagné, madame, hein. Et tu vois, pour moi, c'est ça qui est central, c'est la posture de on s'adapte à notre public. Oui. La formation est écrite pour celui qui la vit, point pour celui qui la conçoit. C'est Exactement. des petites règles toutes simples, mais c'est pareil dans. Je vois aujourd'hui beaucoup de formations écrites, que ce soit par des gens qui sont qualifiés, reconnus, hein, qui vont nous faire des formations qui sont techniquement très bien faites, sur le terrain inapplicables. Mm. Parce que moi, quand on me file un déroulé où on me dit que à 10h on fait ça, à 10h07 on fait ça, à 10h12 on fait ça, à 10h17, je dis ça, je peux le faire que si je suis tout seul. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que y a tout, cette précision-là, on l'atteint pas. Hein. Mais tu vois, moi, dans mes déroulés pédagogiques, je suis du genre à millimétrer en me disant ça me prend Hein. 2 minutes, ça me prend 3 minutes. Mais pour moi, c'est juste un cadre. Et après, je me laisse la totale liberté. S'il y a une séquence qui a pris plus de temps et l'autre moins de temps, c'est juste, je sais que quand je l'ai ingénierisé, c'est censé me prendre tant de temps. Et tu vois ce à quoi je pense, là, quand tu me dis ça, je pense à la musique, le jazz, qui est totalement improvisé. Et les gens, ils se disent, oh, t'as vu, ils improvisent tout, c'est super. En vérité, il n'y a rien d'improvisé. Tout est préparé, mais tout s'adapte. C'est ça la force. En vérité, tu es une jazzwoman de la formation. Tu leur, Oh, dé- merci, tu leur, c'est beau. tu leur délivres réellement ce dont ils ont besoin avec l'harmonie nécessaire pour qu'ils puissent se l'approprier. C'est vraiment ça. Ça me donne vraiment cette image, Mary, là, quand tu fais ça. Ben merci, parce que dans ma prochaine newsletter, ma phrase d'introduction, c'était sur la musique et l'orchestre. Donc, je me Ah, suis dit, mais c'est génial, je l'ai fait ce matin. ben, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Hein. On peut confirmer tous les deux qu'on n'en a pas parlé avant. Hein. Il n'y a pas de, C'est ça. il y a pas de collusion entre nous sur ce sujet-là. Bah écoute Mary, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais nous dire qu'est-ce qui est important de nous dire? Pour moi, je retiens deux choses, c'est structuration et créativité. Laissons-nous vivre ce qu'on a envie de vivre, même nous en tant que formateurs le jour J. Très bien. Ben écoute, j'espère que nos auditeurs ont passé un super moment. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses. C'est le but de ce podcast. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Mary, d'être venue nous rencontrer et nous partager ton Merci à expérience. toi. À très bientôt. Au revoir, belle journée. Merci.